Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le parrainage des élus pour l'élection présidentielle. Pour comprendre. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. L'objectif de cette collection pour comprendre est de présenter en un nombre restreint de pages, 176 à 192 pages, une question contemporaine qui relève des différents domaines de la vie sociale. L'idée étant de donner une synthèse du sujet tout en offrant au lecteur les moyens d'aller plus loin, notamment par une bibliographie sélectionnée. Cette collection est dirigée par un comité éditorial composé de professeurs d'université, de différentes disciplines. Ils ont pour tâche de choisir les thèmes qui feront l'objet de ces publications et de solliciter les spécialistes susceptibles, dans un langage simple et clair, de faire des synthèses. Le comité éditorial est composé de Maggie Albet, Jean-Paul Chagnolot, Dominique Château, Jacques Fontanelle, Gérard Marcoux, Pierre Muller, Bruno Péquignot, Denis Rolland. Dernière parution. Marie-Hélène Pori, Le suicide il faut en parler, 2010. Michel Parahy, L'inconscient de Descartes à Freud, redécouverte d'un parcours, 2010. Jean-François Duvernois, La fabrique politique Machiavel, 2010. Gérard Larose, La stratégie de la vie associative, 2010. Xavier Aubry, Le contrôle de l'inspection du travail et ses suites, 2010. Franck Bachelet, Politique et institutions sociales, 2010. Jean-François Duperron, Nos idées sur l'enfance, 2010. Georges Chevalier, Système de santé, clés et comparaisons internationales, 2010. Yves Tellen, Éveil à l'esprit philosophique, 2009. Frédéric Alouche, Comment la philosophie peut nous aider à vivre, 2009. Fernando Bello, Pour comprendre la philosophie avec les sciences, 2009. Xavier Bollot, La lumière neutre. Une nouvelle approche du dessin et de la peinture apportée par les sciences du XXIe siècle, 2009. Dominique Gély. Le parrainage des élus pour l'élection présidentielle. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 743 8. EAN 9 782 296 547 438. à m puissance 2 plus c. Introduction. L'élection présidentielle de 2012, outre les enjeux qu'elle représentera pour la France, sera l'occasion de célébrer le 50e anniversaire de l'instauration du suffrage universel direct pour la désignation du chef de l'État. C'est bien la loi du 6 novembre 1962, voulue par le général de Gaulle, qui a fait basculer la vie politique française en permettant à tous les électeurs français d'élire directement leur président, asseyant définitivement la prééminence de cette élection et de son vainqueur. Avant de se présenter devant les électeurs, les candidats doivent subir une forme d'épreuve initiatique. C'est le recueil des parrainages. Ce système permettant d'accéder au rang officiel de candidat a été lui aussi créé par la loi de 1962. En prenant le recul nécessaire, le filtre des parrainages apparaît comme une question substantielle de l'élection présidentielle. Son importance capitale conditionne tout le déroulement de la marche vers l'Élysée. Tous les 7 et 5 ans maintenant, son caractère incontournable apparaît, alimentant la controverse. Au cœur d'une campagne électorale pour le scrutin présidentiel en France, le temps politique et le temps juridique se déclinent selon des rythmes différents. Plus l'échéance finale approche, plus ils tendent à se mettre au diapason. Le temps politique débute de longs mois avant. Le temps juridique de l'organisation de l'élection intervient dans les quelques semaines précédant le premier tour. La concordance entre les deux temps débute avec la recherche du parrainage des élus. Pour se présenter au suffrage des électeurs, tous les candidats potentiels doivent passer au travers de ce filtre, promu concomitamment au renforcement des pouvoirs du président de la République. Sous la Ve République, avec l'instauration de l'élection au suffrage universel direct du chef de l'État,
ce système suscite crescendo de scrutin en scrutin la polémique. Jugé tantôt archaïque ou antidémocratique, tantôt régulateur ou légitime, le filtre juridique instauré, remanié, renforcé vient au cœur du débat politique. Particulièrement, depuis 1995, cette étape des signatures, tant prévue par les textes législatifs en vigueur, devient un temps éminemment politique au travers d'une couverture médiatique importante. La terminologie oscille entre parrainage, signature et présentation. La presse a consacré le terme parrainage pour désigner communément la présentation posée par le législateur. Il est établi que le mot de présentation paraît préférable. Parrainage et soutien effectif à un candidat peuvent se rejoindre. Certes, dans les faits, cela est souvent le cas. Dès lors, autant vaut-il mieux le terme utilisé par les textes de présentation, qui peut laisser entendre que certains élus peuvent présenter des candidats au simple nom de la défense du pluralisme. Cette question de terminologie ouvre aussi l'interrogation sur le caractère politique ou administratif de l'acte de présenter un candidat. Sur le versant politique, la présentation d'un candidat ne correspond pas à un choix et encore moins à un vote en faveur de l'un des pré-candidats. Il s'agit d'un acte politique, républicain. Le parrainage ne doit pas être assimilé à un droit de veto vis-à-vis d'une candidature adverse. Cet acte s'inscrit dans la garantie donnée au fonctionnement normal et cohérent des institutions de la République. La présentation relève de la liberté personnelle et exclusive des élus habilités législativement à pouvoir le faire. Sur le versant juridique, la présentation est, sur la base des règles posées par un texte législatif, une manifestation de volonté concourant à la constitution de droit, à la production d'effets de droit. L'acte juridique de la présentation ne suffirait pas à lui-même, sans la règle de droit objectif l'autorisant, à savoir la loi organique de 1962. La présentation est un acte qui crée un droit temporaire pour le pré-candidat qui en bénéficie. Il s'agit aussi d'un acte qui conjugue l'un et le multiple. Au sens où la présentation est un acte individuel, créateur d'un droit, mais pour qu'il trouve sa plénitude d'effet, il doit s'agréger à d'autres. Car c'est la pluralité de présentations concordantes qui permet la réalisation d'une opération juridique, à savoir la candidature officielle au premier tour de l'élection présidentielle. Pour autant, doit-on réduire les présentations à de simples actes préparatoires à l'élection présidentielle ? Les parrainages sont-ils assimilables uniquement à tous les actes administratifs qui constituent le préalable à l'élection elle-même, et qui ont un lien nécessaire et direct avec elle, Ou au contraire, doit-on croire que la présentation d'un candidat à l'élection du président de la République est un acte politique grave ? Il importe donc de l'entourer de toute la solennité nécessaire. Ce filtre des candidatures n'est pas l'apanage de la France. Certaines formes de parrainage sont en vigueur dans le monde, notamment dans des États de l'Union européenne. En France, c'est la loi organique du 6 novembre 1962 qui a traduit, dans le droit, ce parrainage des candidats au scrutin élyséen. Les objectifs premiers étaient multiples. Cette loi primitive de 1962 et ses textes d'application ont été amendés à diverses reprises. Ces conditions de parrainage rigoureuses se déclinent dans la définition d'un périmètre de présentation, puis dans le respect d'une procédure spécifique et enfin par un contrôle opéré sur ces signatures, tout en se révélant sujet à controverse. Les retours d'expérience des 7 élections présidentielles précédant celle de 2007 ont amené le Conseil constitutionnel et le Parlement, avec notamment la loi organique du 18 juin 1976, à préciser l'étendue des parrainages. Ils sont en effet limités en nombre, dans leur représentativité territoriale et au regard des mandats électifs des signataires. Une fois ce cadre juridique défini, la procédure des parrainages s'articule autour des présentateurs, entre la saisine des élus concernés par les autorités étatiques et les sollicitations directes des élus par les candidats à la candidature. Enfin, dans sa fonction de contrôle de l'expression du suffrage, le Conseil constitutionnel, pour l'élection présidentielle, vérifie les signatures et assure ensuite la publicité des présentations, préalablement à l'annonce officielle des candidats au premier tour. Régulièrement, à l'occasion des scrutins présidentiels, la procédure des parrainages donne lieu à débat, au regard du nombre des candidats présents ou non, à leur origine politique ou leur représentativité.
La France s'interroge sur l'avenir de ce filtre. Doit-on encore une fois le faire évoluer législativement, mais dans quel sens? Nombre des élus, anonymat des signataires, ouverture vers les électeurs? Ou alors tout simplement supprimer cette procédure? Un Richard Ghevantian, un labyrinthe juridique. Le contentieux des actes préparatoires en matière d'élections politiques. RFDA numéro 4 1994 page 794. 2. Déclaration du Conseil constitutionnel à l'occasion de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 1974, non publiée au Journal officiel, recueil page 57. Chapitre 1. La conception des parrainages. Tout sujet mérite d'être mis en perspective. Modestement, le système de filtrage pour accéder à l'élection du chef de l'État peut se positionner dans l'objectif d'une double focale. Il convient de l'appréhender dans l'espace, avec la limite d'une vision instantanée des pratiques en cours. La démocratie nord-américaine et les constitutions européennes, particulièrement les plus récentes et notamment à l'est du continent, permettent de photographier différemment le sujet. Ensuite, il faut positionner le même système dans le temps avec là aussi une contrainte posée, celle de se limiter à la France. Essayez de trouver les raisons objectives ou non qui, par touches successives, conditionnent notre procédure de parrainage, indispensable à tout candidat pour prétendre être présent au premier tour de l'élection présidentielle française. 1. À l'étranger. Le mode de désignation et le rôle du chef de l'État distinguent traditionnellement, en matière institutionnelle, les pays les uns des autres. Dans sa forme classique, la démocratie majoritaire implique que le chef de l'État soit issu directement du peuple par l'élection. L'État tout entier est alors la circonscription électorale. Le vainqueur rassemble sur son nom la majorité des suffrages exprimés. L'application stricte et directe de ce principe se retrouve en Pologne, en Russie, en France. De manière aménagée et indirecte, par le jeu des grands électeurs élus dans chaque État fédéré, les États-Unis d'Amérique désignent leur président. Les modalités techniques de l'élection divergent aussi. Certains États votent sur un tour États-Unis, Mexique, Islande, avec des seuils variables pour être élus. 50% dans la majorité des cas ou 45% en Argentine, ou sur 2 tours Autriche, France, Russie, Brésil. Une autre distinction résulte de la dichotomie classique entre régime présidentiel ou semi-présidentiel et régime parlementaire. Aux États-Unis, au Chili, un véritable chef de l'exécutif est désigné. Dans ce cas, l'élection présidentielle est le scrutin phare. Par contre, le chef de l'État finlandais, autrichien, irlandais, portugais exerce des fonctions arbitrales ou à minima honorifiques. Dès lors, la souveraineté parlementaire reste prédominante. L'élection présidentielle, même par le peuple, demeure cantonnée au second plan. Une forme possible de différenciation des démocraties est de connaître leur volonté d'instaurer un mécanisme de filtrage avant que les candidats à la présidence se présentent devant les électeurs. A. Un mécanisme différent de parrainage. Les États-Unis d'Amérique ne semblent pas connaître un système juridique contraignant de parrainage. La désignation de l'exécutif s'insère dans un long processus commençant par une sélection des candidats au sein des partis et s'achevant par un suffrage universel à 2 degrés. L'élection du président répond ainsi à 4 phases distinctes. Elle s'échelonne sur près d'1 an, sur un spectre allant d'une phase partisane à une phase élective. D'une part, la sélection des candidats par les partis politiques se déroule selon des modalités différentes et en fonction des États. Les 2 partis vont en fait désigner, dans chaque État, ses délégués à la Convention nationale. Seuls le Minnesota et le Nebraska utilisent un système non partisan, hors parti politique. Cette désignation des délégués s'effectue soit par des caucus, soit par des primaires. Les caucus consistent dans des réunions de militants du parti au niveau du quartier. Ils désignent des délégués au comté, qui eux-mêmes votent pour les délégués à la Convention. Les primaires ont le même but. Ce système de sélection aurait été imaginé, en 1905, par le gouverneur du Wisconsin, Robert La Follette. Les primaires peuvent être fermées, c'est-à-dire réservées aux électeurs ayant indiqué leur préférence partisane, ou ouvertes, c'est-à-dire que tout citoyen qui le désire peut y participer. D'autre part,
Les conventions nationales marquent le dernier acte de la campagne interne des partis. La convention s'articule autour de l'adoption du programme du parti, la sélection des orateurs à la tribune et le discours d'intronisation. Par ailleurs, l'élection par les citoyens des grands électeurs a lieu au scrutin majoritaire de liste dans le cadre des États fédérés, et non au scrutin proportionnel. Il y a 538 grands électeurs. Les prétendants à la fonction se présentent devant le corps électoral, en annonçant le nom du candidat républicain ou démocrate pour lequel ils voteront lors du scrutin présidentiel proprement dit. Les grands électeurs sont désignés au scrutin de liste à un tour. Dans chacun des 50 États, la totalité des sièges de grands électeurs revient aux partis politiques ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Pour chaque État, le nombre de grands électeurs est fixé au regard des sénateurs et des représentants au Congrès. Par exemple, l'Alaska en dispose de 3, ayant 2 sénateurs et 1 représentant, et la Californie de 45 puisqu'elle compte 2 sénateurs et 43 représentants. Le collège des grands électeurs n'est institué qu'à l'occasion de l'élection présidentielle. Il s'agit d'un corps à l'existence purement virtuelle, car les grands électeurs se réunissent en assemblée dans la capitale des États, qui les ont élus. Enfin, la désignation officielle du président et du vice-président par les grands électeurs intervient le premier lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre. Les votes des grands électeurs, certifiés et scellés, sont transmis au président du Sénat, qui les décachette en session exceptionnelle. Ainsi, le président des États-Unis d'Amérique, issu d'un système politique bipartisan, ne procède pour son élection ni du Parlement ni du peuple. B. Une forme de parrainage instaurée. Les exemples pris pour illustrer l'instauration d'un parrainage sont issus de l'Union européenne. 11 États membres élisent en effet leur président au suffrage universel direct. Seuls 3, Chypre, Roumanie, Slovénie, ne prévoient pas de mécanisme de présentation ou de sélection des candidatures. À l'exception de ces cas, cette étude rapide de droit comparé européen permet de mettre à jour 2 types de filtres, où le peuple dispose de toute latitude pour parrainer, où son pouvoir est partagé avec ses représentants élus au niveau national. 2 points méritent préalablement l'attention. Ces systèmes ont été instaurés de manière relativement récente. Ils ont été mis en œuvre, à la suite de la chute du mur de Berlin, par les États de l'Est de l'Europe. A. Des parrainages confiés aux citoyens. Pour certains États, outre le fait de confier aux citoyens la désignation de leur chef d'État par le suffrage universel direct, la Constitution leur permet de présenter des candidats. La mobilisation des citoyens à atteindre en nombre est variable, et ce quelle que soit la population totale du pays. Le président de la République portugaise est élu, pour 5 ans, au suffrage universel, direct et secret par les citoyens portugais qui sont les électeurs recensés sur le territoire national, ainsi que par les Portugais résidant à l'étranger. Pour la Constitution modifiée du 2 avril 1976, les candidats à la présidence, devant être électeurs, portugais de naissance et âgés de plus de 35 ans, sont proposés par un minimum de 7 500 électeurs et un maximum de 15 000. Les candidatures doivent être déposées au tribunal constitutionnel au plus tard 30 jours avant la date fixée pour l'élection. Dans ce système, est élu président de la République, le candidat qui a obtenu plus de la moitié des suffrages valablement exprimés. Si aucun des candidats n'obtient ce nombre de voix, il sera procédé à un nouveau scrutin au plus tard le 21e jour suivant le premier tour et pour ce scrutin, seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix et qui auront maintenu leur candidature resteront en présence. À l'issue, le président portugais est investi de ses fonctions devant l'Assemblée de la République. Selon l'actuelle constitution de la République de Pologne, proclamée par la Diète et le Sénat siégeant de concert le 2 avril 1997, et ratifiée par référendum du 25 mai 1997, le président de la République est élu pour 5 ans et ne peut être réélu qu'une seule fois, au suffrage universel direct, au scrutin secret, après validation par la Cour suprême. Tout citoyen polonais, ayant 35 ans accomplis et jouissant de la plénitude de ses droits électoraux, peut être présenté par au moins 100 000 citoyens jouissant du droit de vote à la Diète. Les principes et la procédure de présentation des candidatures sont définis par une loi spécifique.
16 candidats enregistrés lors des élections d'octobre 2005, contre 12 en 2000, avaient été capables de réunir 100 000 signatures et 10 pourtant enregistrés par la commission n'avaient pu les atteindre. Le candidat élu président est celui qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés au premier tour ou le plus grand nombre de suffrages exprimés au second tour. La Constitution de Lituanie du 6 novembre 1992, approuvée par référendum du 25 octobre 1992, prévoit que le candidat à la présidence doit collecter la signature de 20 000 votants afin de se présenter s'il a plus de 40 ans, au suffrage universel direct des citoyens pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois consécutivement. Lors du premier tour des élections présidentielles, les Lituaniens avaient le choix. Le 21 décembre 1997, entre 7 candidats. Le 22 décembre 2002, entre 17 candidats. Le 13 juin 2004, entre 5 candidats. Le 17 mai 2009, entre 7 candidats. Le nombre de candidats exceptionnels en 2002 revêt un intérêt particulier pour l'analyse. Le 17 novembre 2002, la Commission électorale centrale de Lituanie avait donc officiellement enregistré 17 candidats à l'élection du 22 décembre suivant. Ces 17 personnalités avaient toutes présenté chacune plus de 20 000 signatures. En Roumanie, le président de la République est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé pour 5 ans. Il dispose de pouvoirs limités. La Constitution, révisée en octobre 2003, prévoit qu'il exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'État, ainsi qu'entre l'État et la société. Le président désigne un candidat à la fonction de Premier ministre et nomme le gouvernement sur la base d'un vote de confiance accordé par le Parlement. Tout candidat doit avoir au minimum 35 ans. Il doit déposer une liste d'au moins 200 000 signatures d'électeurs en sa faveur. Lors du premier tour des élections présidentielles roumaines du 28 novembre 2004 et du 22 novembre 2009, le même nombre de candidats sollicitaient les suffrages, à savoir 12. Ce système de filtre apparaît comme le plus ouvert, en laissant le pouvoir de présentation entre les mains des citoyens. Il s'applique quelle que soit la population des États. Le Portugal compte 10 700 000 habitants, la Pologne 39 millions, la Lituanie 4 millions et la Roumanie 22 millions. Il s'applique aussi, quelle que soit l'étendue des pouvoirs du président. Le chef de l'État portugais s'insère dans un régime semi-présidentiel structuré selon les règles de la démocratie représentative. Le président représente la République du Portugal, garantit l'indépendance nationale, l'unité de l'État, le fonctionnement régulier des institutions démocratiques. Il joue le rôle d'arbitre des institutions portugaises et détient également le titre de commandant suprême des forces armées. Il en va de même pour son homologue lituanien. Ceux de Pologne et de Roumanie trouvent leur place dans une république parlementaire. Même si ce système laisse le choix aux électeurs de parrainer un candidat, les partis politiques, les lobbies ou les groupes de pression, églises, associations, syndicats, mouvements divers, jouent pleinement leur rôle de catalyseur ou de mobilisateur. Outre ces 4 pays, d'autres États européens laissent les électeurs effectuer le filtre. Ainsi, la Croatie, où tout candidat à la présidence pour un mandat de 5 ans doit réunir 10 000 signatures. Ce même chiffre a été retenu par la Serbie, avec la précision que chaque électeur ne peut accorder sa signature qu'à un seul candidat. En Islande, le candidat devra recueillir 1500 parrainages pour pouvoir se présenter à un scrutin à un tour où le premier est élu pour 4 ans, renouvelable sans limite. B. Des parrainages confiés simultanément aux membres du Parlement et aux citoyens. Dans les pays où le régime parlementaire domine, les membres du Parlement disposent de la possibilité de parrainer un candidat. Toutefois, dans la majeure partie des cas, les citoyens ne sont pas exclus. C'est le nombre de leurs signatures qui varie. En Slovaquie, le Parlement a adopté un amendement à la loi constitutionnelle, approuvé le 1er septembre 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1993, permettant l'élection du président de la République au suffrage universel pour 5 ans. Jusqu'alors, il était élu par les 150 membres du Parlement, à savoir le Conseil national de la République slovaque. Selon cette loi entrée en vigueur lors des élections de mai 1999,
le candidat à la présidence est proposé par 15 députés du Conseil national de la République slovaque, comptant 150 membres, ou 15 000 signatures de citoyens slovaques. Le président de la République possède peu de pouvoir, notamment en matière de politique intérieure. Il nomme le Premier ministre ainsi que son cabinet. Il est le commandant en chef des forces armées slovaques. Il négocie et ratifie les accords internationaux, promulgue les lois et peut accorder des amnisties. En Finlande, le président de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens finlandais de naissance pour un mandat de 6 ans. Une même personne ne peut pas être élue à la présidence pour l'exercice de 2 mandats consécutifs. Est élu président le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité, une nouvelle consultation électorale est organisée avec pour candidat les 2 personnes ayant obtenu lors du premier scrutin le plus grand nombre de voix. Le candidat qui recueille le plus de suffrages à cette nouvelle consultation est élu président finnois. Si un seul candidat se présente, celui-ci est élu président de la République sans consultation électorale. 2 possibilités sont prévues par la Constitution finlandaise du 11 juin 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Premièrement, tout parti politique enregistré dont un député au moins a été élu lors de la précédente élection législative sur la liste électorale dudit parti dispose d'un droit de présentation. La Chambre réunit 200 députés. Deuxièmement, 20 000 personnes jouissant du droit de vote ont le droit de présenter un candidat. La solution d'une double possibilité de présentation s'applique aussi dans un État fédéral. La présidence de la République autrichienne est un poste essentiellement honorifique. Cependant, le président fédéral assume les fonctions de commandant en chef des armées et nomme les ambassadeurs. Il peut aussi dissoudre la chambre basse du Parlement, le Conseil national, ou destituer le gouvernement fédéral, ce qu'il ne fait que sur proposition des organes eux-mêmes. Il est élu pour 6 ans par le peuple de la Fédération, au suffrage égal, direct, secret et personnel. Son mandat n'est renouvelable qu'une fois. Si un seul candidat se présente aux élections, celles-ci sont effectuées sous forme d'un vote référendaire. Les membres de maisons gouvernantes ou de familles ayant jadis gouverné sont exclus de l'éligibilité. Tout candidat à la magistrature doit être âgé d'au moins 35 ans. Il doit recueillir au moins 6 000 signatures d'électeurs ou obtenir l'appui de 5 membres minimum du Conseil national, qui compte au total 183 sièges. Le Nationalrat se distingue de l'autre chambre, le Conseil fédéral, représentant les Länder. L'objectif de ce système de filtrage est de ne pas laisser toutes les opportunités entre les mains des électeurs. Les parlementaires peuvent directement parrainer un candidat. Le nombre requis d'élus est peu important par rapport aux effectifs des assemblées. Les partis politiques représentés au Parlement ont dès lors la possibilité de défendre, une nouvelle fois, leurs idées ou leurs programmes devant l'ensemble du corps électoral lors du scrutin présidentiel. Les 2 types de parrainage ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs. Cette formule permet soit de suppléer une éventuelle absence d'initiative citoyenne, soit de permettre aux partis politiques qui ne sont pas présents au Parlement, de susciter une candidature présidentielle. Une fois cette vision dans l'espace opérée, le système d'un filtre préalable à l'élection du chef de l'État doit être analysé au travers d'une perspective historique limitée à l'Hexagone. 2. En France. L'apparition d'un filtre préalable à l'élection présidentielle est récente en France. A posteriori, il apparaît comme intrinsèque à la Ve République. Dans la logique de son instigateur, le général de Gaulle, l'élection du chef de l'État devient le moyen de désigner des personnalités disposant d'une équation personnelle, dépassant le cadre partisan, par la conjugaison du vote populaire et du mode de sélection des candidats. Dès lors, la volonté d'une prééminence présidentielle ne pouvait s'accompagner de candidatures fantaisistes. Aussi, jusqu'en 1958 et d'autant plus avant 1962, la question des parrainages ne se posait pas. Avant 1958. Les constituants français, à partir de 1789 à 1790, se sont opposés sur la nécessité de reconnaître un véritable pouvoir exécutif. Dans ce contexte,
Un parrainage citoyen ou par les représentants du peuple pour accéder à l'exercice de l'exécutif n'est peu ou prou nullement envisagé ou même envisageable. À la lecture des textes, d'indicibles strates peuvent cependant se révéler. Le projet de constitution girondine présenté par Condorcet à la Convention nationale en février 1793 prévoyait l'élection pour 2 ans des ministres du Conseil exécutif par les citoyens au sein de leurs assemblées primaires. La présidence de cet organe collégial devait alterner entre les 7 ministres tous les 15 jours. Ce projet ne fut finalement pas approuvé. La Constitution montagnarde adoptée, elle, le 24 juin 1793, mais par contre, jamais appliquée, prévoit un conseil exécutif. Celui-ci est composé de 24 membres, renouvelés par moitié à chaque législature. L'article 63 dispose que l'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Les membres du Conseil sont choisis par le corps législatif, sur la liste générale. Le pouvoir exécutif, selon les termes de la Constitution du 5 Fructidor an 3, 22 août 1795, est assumé par un directoire de 5 membres, nommé par le corps législatif, assumant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation. Le corps législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des 500. Une forme de parrainage est instituée par l'article 133 de la Constitution. Le Conseil des 500 détermine, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer. Il la présente au Conseil des Anciens. Ce dernier choisit également au scrutin secret, dans cette liste les 5 membres du directoire. Le consulat, dans la Constitution du 22 Frimaire an 8, 13 décembre 1799, prévoit un système de listes de confiance sur lesquelles sont désignés les représentants aux fonctions exercées au titre de l'arrondissement ou au titre départemental ou national. Les 3 consuls sont, eux, directement nommés par le texte constitutionnel. La Seconde République consacre le pouvoir exécutif. Le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui 24 reçoit le titre de président de la République, selon la Constitution du 4 novembre 1848. L'avènement d'une institution présidentielle met fin aux expériences d'exécutif collégial de la Convention, du Directoire et du Consulat. Le président est élu, au suffrage universel direct masculin, pour 4 ans. Il n'est rééligible qu'après un intervalle de 4 années. Le texte constitutionnel issu du travail constituant, dans son article 44, prévoit seulement comme condition d'éligibilité que le président doit être français, âgé de 30 ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de français. L'élection à la présidence eut lieu le 10 décembre 1848. Elle mettait en présence 5 candidats. Louis-Napoléon Bonaparte qui fut élu, Louis-Eugène Cavaignac, Alphonse de Lamartine, Alexandre-Auguste Ledru, dit Ledrulin et François Raspail. Les candidatures ne passèrent par aucun tamis ou filtre préalable. La Constitution, dans le chapitre 5, du pouvoir exécutif, ne le prévoyait pas. Cependant, l'idée même n'était pas exclue du texte constitutionnel. Car, il met indirectement en place une forme de filtrage. Il concerne le vice-président de la République. Ce dernier est nommé par l'Assemblée nationale, sur la présentation de 3 candidats faits par le président dans le mois qui suit son élection. Ce vice-président prête le même serment que le président. Les constituants ont pris la précaution de spécifier que le vice-président ne peut être choisi parmi les parents et alliés du président, jusqu'au 6e degré inclusivement. Le régime parlementaire de la Troisième République se passe sans difficulté d'un quelconque parrainage pour prétendre à la présidence. La loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, dans son article 2, issu de l'amendement Wallon, précise que le président est élu par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de la Chambre des députés pour 7 ans, à la majorité absolue des suffrages. La cérémonie des élections d'Armand Fallieres en janvier 1906 et de Raymond Poincare en janvier 1913 par les députés et les sénateurs réunis à Versailles, fut troublée par des parlementaires bonapartistes réclamant l'élection du président de la République par le peuple tout entier. L'article 2 de la loi du 14 août 1884, portant révision partielle des lois constitutionnelles,
a complété l'article 8 de la loi du 25 février 1875 en instaurant une condition restrictive de présentation à l'élection. Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. Dans la même veine que la Troisième République, la Quatrième fait l'impasse sur un filtrage. La Constitution du 27 octobre 1946, dans son article 44, reprend la même disposition sur les familles régnantes. La seule différence est qu'élu pour 7 ans, le président n'est plus rééligible qu'une fois. B. De 1958 à 1962. Après l'adoption de la Constitution instituant la Cinquième République, la première élection présidentielle eut lieu le 21 décembre 1958. Elle donne volontairement une place prépondérante aux notables. Elle se déroula selon les règles posées par l'article 6, dans sa version initiale, de la Constitution du 4 octobre 1958, et par l'ordonnance du 7 novembre 1958. L'objectif recherché était d'assurer le sérieux des candidatures. Ces deux textes combinés définissaient, entre autres, les conditions de présentation des candidatures et la composition du collège électoral. Ces expliquent pourquoi 1958 fut la seule élection de la Cinquième République, qui ne se soit pas déroulée au suffrage universel direct. A. Les conditions de présentation des candidatures. Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats à l'élection présidentielle. La publication de cette liste est ensuite assurée par le gouvernement, dans les 10 jours précédant le premier jour du scrutin. Pour dresser cette liste, le Conseil prend en compte les présentations qui lui ont été envoyées, à titre individuel ou collectif, par les membres du collège électoral chargé d'élire le président de la République et investis d'un mandat public électif. Ces présentations ont dû parvenir au Conseil constitutionnel à minima, 12 jours avant la journée de vote. Les deux délais furent ramenés législativement, à 5 et 7 jours pour l'élection de décembre 1958. L'ordonnance numéro 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du président de la République prévoit qu'aucun nom ne peut être retenu s'il n'est proposé par au moins 50 membres du dit collège. Le même texte dispose que les noms et qualités des membres du collège qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics. B. La composition du collège électoral. Ce sont les mêmes élus, membres du collège électoral, qui présentent des candidats à l'élection présidentielle et qui par la suite sont obligés de voter pour les candidats qu'ils ont pu présenter. L'article 6 de la Constitution de 1958 détaille la composition du collège électoral. Il comprenait les membres du Parlement, les conseillers généraux, les membres des assemblées des territoires d'outre-mer et des délégués des conseils municipaux en nombre variable selon le chiffre de la population des communes auxquelles ils appartenaient. Plus précisément, les représentants des conseils municipaux étaient, selon l'article 6 applicable alors, le maire des communes de moins de 1000 habitants, le maire et son premier adjoint élu dans les communes comprises entre 1000 et 2000 habitants, le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans L'. Ordre du tableau pour les communes de la strate de 2001 à 2500 habitants, le maire et ses deux premiers adjoints pour les communes de 2501 à 3000 habitants, le maire, les deux premiers adjoints et 3 conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau des communes comprenant entre 3001 et 6000 habitants, le maire, les deux premiers adjoints et 6 conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6001 à 9000 habitants, tous les conseillers municipaux des communes de plus de 9000 habitants. De plus, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués devaient être désignés par le conseil municipal à raison de 1 pour 1000 habitants à partir de 30 000. Ces délégués, en application de l'ordonnance du 7 novembre 1958, sont des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Les constituants dans la rédaction de l'article 6 ont souhaité que les représentants élus des conseils des collectivités administratives des territoires d'outre-mer fassent partie du collège électoral. L'ordonnance de novembre 1958 complétait cette disposition, en précisant les élus concernés, à savoir les membres des assemblées territoriales ou provinciales des territoires d'outre-mer,
ainsi que les représentants élus des communes de plein et moyen exercice et des communes mixtes et les présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales légalement instituées et dotées de la personnalité morale. La Constitution prévoyait aussi que les États membres de la communauté pouvaient également participer à cette élection dans des conditions qui devaient être fixées par accord entre ces États et la République française. Cet accord n'est jamais intervenu. L'ordonnance de 1958, signée par le général de Gaulle, en qualité de président du Conseil des ministres, par les ministres d'État Guy Mollet, Pierre Pfeffel-Imelin, Félix Houphouët-Boigny, Louis Jacquinot, et par le garde des Sceaux, Michel Debre, précise qu'aucun membre du collège électoral ne dispose, au sein de ce collège, de plus d'un mandat. Sur ce principe, le texte organique détaille les modalités de remplacement d'un parlementaire, d'un conseiller général, d'une assemblée territoriale ou provinciale. La même ordonnance règle, par ailleurs, les questions de suppléance, d'élection des délégués et des suppléants, suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, pour les communes de plus de 9000 habitants. L'ensemble de ces dispositions d'organisation était le pendant de celles applicables aux sénateurs. Ce qui est encore le cas de nos jours. C'est dans ce cadre juridique que le général de Gaulle devint le premier président de la Ve République. Le collège électoral était composé de 81 764 électeurs. 81 290 prirent part au vote. Sur 79 470 suffrages exprimés, Charles de Gaulle en a obtenu 62 394, soit 78,51%, et ses deux adversaires, le candidat communiste, Georges Maran, 10 355, 13,03%, et le doyen Albert Châtelet, de l'Union des forces démocratiques, 6 721, 8,46%. Le général prit ses fonctions, en remplacement de René Coty, le 8 janvier 1959. C. De 1962 à 1976. Ainsi, les dispositions initiales de la Constitution de 1958 prévoient que le président de la République ne soit pas élu au suffrage universel direct. Il est élu par un collège électoral. Sa légitimité n'est pas directement issue du peuple, qui détient seul la souveraineté nationale. Tout va radicalement changer en 1962, en faisant fi des craintes républicaines d'un président élu par le peuple. La réforme constitutionnelle de 1962 s'inscrit dans un contexte politique et juridique spécifique. Elle va donner naissance au système contemporain du parrainage des élus, pour l'élection du président de la République. A. Le contexte de la réforme. Le 22 août. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.